Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance pour ce premier direct de l'année 2025. Je vous souhaite à tous une excellente année. Surtout, soyez sages, ne faites pas de bêtises. Vous verrez, tout se passera autant que faire se peut. Aujourd'hui, le direct de ce soir est avec Séverine Dumini du collectif des parents vigilants. Nous allons aborder un thème qu'on nous avons déjà éventuellement abordé plusieurs fois ici également, la baisse du niveau scolaire à l'école. Est-ce que c'est vrai que le niveau baisse à l'école? Est-ce que vraiment la transformation de l'éducation nationale de ces dernières années, de ces dizaines de dernières années, même si de nouvelles technologies sont arrivées, est-ce que cela se réduit par une baisse de qualité de l'enseignement? Nous allons en parler. Ce soir, nous allons prendre 20-25 minutes pour décortiquer, creuser le sujet. Madame Dumini, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Alors, vous êtes maman, vous êtes enseignante, vous travaillez donc dans l'éducation nationale, vous dirigez effectivement aussi le collectif Parents Vigilants qui a eu une certaine médiatisation et qui regroupe, je crois, un certain nombre de personnes également. Vous n'êtes pas toute seule. Tout à fait, on a 80 000 parents vigilants à peu près dans notre réseau. D'accord. Depuis qu'il a été créé en 2022, en sachant qu'on a parmi ces parents vigilants aussi 4 000 à peu près parents vigilants qui sont élus dans les écoles, représentants de parents d'élèves et donc qui ont une certaine légitimité et qui peuvent intervenir au sein des établissements scolaires. Ok. Et qu'est-ce qui a valu à ces gens tout d'un coup de se mettre ensemble et de dire attention, il y a des choses qui vont pas, la baisse de niveau légende urbaine ou triste réalité? Non, c'est une réalité qui en fait on en parle déjà depuis un moment. Au début, il y avait peut-être un peu on minimisait un petit peu les choses et puis il y a des enquêtes, les enquêtes PISA, les enquêtes Teams qui ont clairement mis en évidence la dégradation du niveau scolaire en France, si on compare aux autres pays. Et donc ce réseau de parents finalement a été créé pour un peu donner la parole aux parents parce que quand on parle de l'école, on donne beaucoup la parole aux représentants des enseignants. On a aussi évidemment nos dirigeants, les ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés à une vitesse un peu plus accélérée ces derniers mois, mais on donne peu la parole aux parents et en fait notre collectif vise à la fois à pouvoir aider et accompagner les parents face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer lors de la scolarité de leurs enfants, mais aussi à entendre leur voix et puis à porter la voix des parents au sein du débat public pour donner un petit peu l'avis des parents sur ce qui se passe à l'école et donner un peu la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc c'est l'objectif du réseau des parents vigilants. D'accord. Bon. Écoutez, allons-y. Quel est l'état des lieux? Alors l'état des lieux, écoutez, on a donc comme j'en parlais, ces différentes enquêtes qui montrent non seulement une dégradation du niveau scolaire, on a la dernière enquête en date, c'est l'enquête Teams qui évalue les élèves en mathématiques, les performances des élèves, et donc il y a c'est le mois dernier, au mois de décembre, donc il y a les résultats qui ont été publiés, et en fait par exemple sur les résultats des élèves français en classe de CM1 et de 4e en mathématiques, les élèves français font partie des derniers parmi donc le classement Teams. Donc c'était pas le cas il y a plusieurs années. On a aussi une enquête PISA l'année précédente en 2023 qui a
remontaient à peu près les mêmes types de résultats, alors qu'il y a plusieurs années, la France se classait, avait un meilleur classement dans ces enquêtes, et notamment, on va dire qu'il y a plusieurs dizaines d'années, il y a 20 ou 30 ans, la France était reconnue comme étant, pour sa qualité au niveau de l'enseignement, et était comme un modèle. Et je dirais que ce qu'il y a aussi, et ce qui inquiète et les remontées des parents, c'est qu'au travers du classement PISA, le classement PISA recense non seulement le niveau des élèves, mais interroge aussi les élèves sur l'environnement, la qualité des cours et notamment les problèmes de discipline. Et donc il y a quelque chose qui est assez marquant dans les résultats PISA en 2023 qui sont sortis, c'est qu'un élève sur deux, donc la moitié des élèves déclarent qu'en France, eh bien il y a du bruit, du désordre dans la plupart des cours, voire dans tous les cours. Voilà, contre 30% seulement dans le CDE. Donc non seulement il y a une dégradation du niveau, mais il y a aussi une dégradation dans l'environnement scolaire, dans la qualité, finalement, et aussi on a des remontées de cas de violence aussi, bien sûr, il y a les problèmes de harcèlement. Donc il y a une dégradation sur beaucoup de points de l'enseignement en France. Donc nous avons aussi des remontées de parents, c'est-à-dire individuellement, nous avons depuis la création du réseau des parents vigilants, soit depuis près de 2 ans et demi, nous avons reçu des milliers de témoignages de parents de toute la France, que ce soit des parents d'enfants scolarisés en école primaire, en collège, en lycée, voire même parfois des élèves eux-mêmes qui témoignent, des lycéens ou des élèves post-bac, qui nous remontent de différents problèmes, soit en ce qui concerne les enseignements qu'ils reçoivent. J'ai envie de dire que globalement, il y a l'objectif de l'éducation nationale devrait être l'instruction, se concentrer sur la transmission des savoirs, et on peut observer que si on veut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une dégradation en fait du niveau scolaire, si on essaye de mettre des raisons, si on écoute un petit peu les politiques et les discours des différents ministres, quel que soit leur parti, on entend beaucoup parler de lutte contre les discriminations, d'inclusion, de sujets sociétaux, et on n'entend pas beaucoup parler finalement du travail, de l'effort et de la valorisation du travail. Et je pense que c'est ce qui manque et c'est ce qui fait défaut depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a un peu mis de côté l'objectif premier de l'instruction, qui est la transmission des savoirs, se concentrer vraiment sur les fondamentaux, et puis aussi le fait qu'on ne peut pas apprendre correctement si on n'est pas dans un environnement serein, où les règles sont respectées, où il y a des règles, et il doit y avoir des sanctions aussi, par exemple, quand des élèves respectent pas bien les règles ou mettent en cause l'autorité du professeur. Derrière, il doit y avoir des sanctions. Et ça, c'est compliqué dans l'éducation nationale de pouvoir parler de sanctions. Vous savez, moi, je suis prof et on voit bien que dans les directives, c'est très rare de trouver le mot sanction, par exemple, et discipline. On a parfois des syndicats d'enseignants qui vont réagir. Il y a eu des tentatives quand même par exemple, de Gabriel Attal d'essayer de rétablir l'autorité des enseignants. Et il y a très vite des réactions un petit peu des syndicats d'enseignants qui sont dérangés par ça parce que ça ne rentre pas dans leur logique. Mais en fait, c'est bien apporté, c'est nécessaire pour le bien-être des enfants de toute manière. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. J'ai 2 questions qui me viennent là, en préambule. La première, c'est est-ce que cette baisse de niveau constatée ne concerne que le primaire, que le collège? Est-ce que c'est vrai qu'on a toujours un enseignement supérieur de haute volée, comme nous en avons la réputation à l'étranger? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que c'est un phénomène urbain, ou est-ce que dans les campagnes, dans les villages, est-ce qu'il n'y a pas encore des irréductibles instituteurs ou enseignants ou collèges un peu éloignés qui tiennent encore la route? Alors, c'est variable, c'est-à-dire que la baisse de niveau, elle est générale. Sur les classements, on voit une baisse dans les résultats à tous les étages, j'ai envie de dire. Il y a ce ne sont pas que les aussi enfants du primaire, ça concerne aussi Non. le supérieur. Tout à fait. Moi, j'enseigne dans le supérieur et je peux en témoigner. Et donc, on voit aussi qu'au niveau, par exemple, des épreuves du baccalauréat, il y a une baisse du niveau des épreuves qui est assez, quand on compare les sujets de bac aujourd'hui avec ceux d'il y a 20 ou 30 ans, ça n'a rien à voir. Mais comme ce phénomène date, ça fait déjà un moment qu'il y a une baisse de niveau progressive, évidemment, aujourd'hui, les enseignants qui sortent des formations n'ont pas le même niveau que les enseignants qui sont sortis
il y a 30 ou 40 ans. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux, bien entendu. Et moi qui suis, je suis professeur de mathématiques, donc je peux vous parler par exemple de la discipline des mathématiques où le niveau est particulièrement faible, sur l'enquête Teams qui est sortie à l'école primaire. D'ailleurs, il y a eu il y a quelques années une étude qui a été menée par l'éducation nationale, une enquête pour évaluer un petit peu la situation en mathématiques qui a été menée par un inspecteur général Charles Torossian et puis par Cédric Villani et qui a fait un constat clair et qui a dressé un petit peu toutes les difficultés. Et suite à ce constat, il a été noté qu'il y avait des enseignants à l'école primaire qui, par exemple, dont le niveau en mathématiques n'était pas suffisant. Évidemment, ça avait des conséquences sur l'enseignement à l'école primaire. Et j'ai envie de dire qu'il y a eu des choix aussi de réformes qui ont eu des conséquences négatives. Si je parle de la dernière réforme du bac, la réforme Blanquer, qui a supprimé les filières, vous savez, scientifiques. Avant, il y avait première S, première littéraire, etc., terminale. Tout ça, c'est fini. Et dans cette réforme, il y a eu une suppression des mathématiques dans le tronc commun. C'est-à-dire que les élèves faisaient des maths jusqu'en seconde. Et puis après, la seconde, à partir de la première, ils choisissaient, les maths devenaient une option qu'on choisissait ou non. Moi, quand j'ai découvert cette réforme, au début, j'ai cru à une blague. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est pas possible qu'on enlève les maths et qu'on dise que les maths, ça devient optionnel dès la fin de la classe de seconde. Mais si, ça a été le cas. Et donc, on a des élèves qui ont suivi une formation, au lycée, qui ont fait une classe de seconde en faisant des maths en arrêtant donc les maths en classe de seconde, qui n'ont plus fait de maths ensuite et qui se retrouvent finalement professeurs des écoles en ayant abandonné, on va dire, les mathématiques en seconde. Alors depuis, le gouvernement s'est rendu compte, le ministère, de leur erreur. Ils ont remis les maths obligatoires en première et en terminale, mais on va dire qu'il y a quand même eu plusieurs générations d'élèves qui donc sortent, donc à l'époque, là maintenant, ils sont quasiment sur le point de sortir de leur formation d'école qui vont devenir professeurs des écoles et qui ont fait très peu de maths. Donc vous voyez, il y a eu des erreurs aussi dans la formation et après c'est très compliqué de récupérer parce que quand on n'a pas le bagage derrière, quand on n'a pas forcément été formé, c'est difficile évidemment de transmettre les bonnes méthodes et les bons acquis. Donc effectivement, la baisse de niveau n'est pas que au primaire et au collège, vous dites qu'elle est également dans le supérieur ainsi que dans l'enseignement lui-même, puisque la baisse de niveau se génère comme ça. Par contre, est-ce que c'est un phénomène urbain ou de campagne ? J'ai quand même beaucoup de gens ici qui ont enseigné en Île-de-France, qui sont venus dans le Périgord et qui ont dit, vous savez, on n'a pas de filet au-dessus des cours de récréation anti-projectiles, on a quand même un meilleur confort de vie. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelques endroits du terroir qui résistent un peu à cette... Alors, en termes de qualité de vie, d'environnement, oui, bien sûr, on a encore des zones rurales qui sont préservées où on va dire qu'on n'a pas forcément les mêmes problèmes que dans les villes. Mais si je parle juste de la qualité des enseignants en termes de formation, les concours, ce sont des concours nationaux. Donc en fait, ce qui concerne le niveau finalement pédagogique et sur les connaissances, sur le savoir, je dirais que là, tout le monde est logé à la même enseigne. Oui, c'est porté par des personnes d'ancienne génération qui, elles, ont trouvé en fin de carrière des endroits un peu plus calmes et qui, parce qu'elles sont peut-être de l'ancienne école, tiennent à bout de bras encore certaines classes. C'est peut-être ça. Oui. On va dire qu'il y a effectivement quand même une différence justement entre les générations. Moi, j'en suis convaincue, et que les difficultés des jeunes enseignants, sont pas forcément les mêmes que ceux qui ont déjà une certaine bouteille et qui ont eu la chance finalement d'avoir une formation plus solide. Mais j'ai envie de dire que ça n'est pas, il faut pas baisser les bras. C'est-à-dire que moi, je suis très motivée, très déterminée dans mon action au sein des parents vigilants. Moi, l'école, c'est un peu toute ma vie. J'ai choisi d'être enseignante. J'adore mon métier et j'ai envie que l'école aille mieux. Et je suis convaincue que c'est possible avec la volonté, que ça peut prendre un certain temps parce qu'évidemment, on va pas en quelques jours renverser la vapeur, j'ai envie de dire, mais justement, il faut prendre des bonnes décisions pour l'école et pour que l'école aille mieux. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice,
enfance. Ceux qui me connaissent savent que j'ai été expatrié durant un certain temps, que ma fille était dans une école internationale, que quand on est expatrié, les enfants sont rapidement trilingues à 5-6 ans parce que c'est la langue du pays, l'anglais et la langue de la famille, et qu'on se parle entre nous pour avoir les astuces et les moyens de les amener trilingues et de le rester jusqu'à 10-12, la phase de fixation pour le garder et autres. Et le retour en France est assez compliqué, et je pense que le requart des expatriés qui ont connu les écoles internationales ou les lycées français de l'étranger qui reviennent en France vont rejoindre ce que vous dites. Très clairement, l'observation qu'on a sur le terrain rejoint ça. Maintenant qu'on a posé l'analyse de terrain, qu'on est d'accord sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, ça marche pas forcément très bien, ça commence à mieux marcher ailleurs que chez nous, ce qui est quand même une donnée aussi à prendre en compte. Est-ce que vraiment ces gens qui se succèdent au gouvernement, qui font les plateaux de télévision, qui sont très médiatiques, qui se mettent très en avant, est-ce que vraiment leur parole a une répercussion sur le terrain de l'éducation nationale? Parce que finalement, il n'y a que eux qu'on entend, mais est-ce que vraiment ce sont des gens qui décident des choses qui sont vraiment appliquées, ou est-ce que c'est géré par des hauts fonctionnaires qu'on ne voit jamais? Alors, moi, je vais vous dire clairement, ceux qui gèrent l'éducation nationale, ce sont les syndicats d'enseignants. Ah, bon. Voilà. Parce que, on avait, il y a plusieurs années, on parlait du mammouth de l'éducation nationale. L'UNEF, ce genre de choses, là. Oui, enfin, on va dire qu'on a le SNES, on a différents syndicats, mais beaucoup de syndicats, les syndicats majoritaires en tout cas, qui chaque syndicat a quand même une orientation politique, hein, c'est très clair. Et de par, on va dire, l'histoire de l'éducation nationale, on trouve beaucoup de syndicats qui sont à gauche plutôt politiquement et qui sont pour eux, dans leur logiciel, tout ce qui se réfère à, par exemple, l'ordre, la discipline, c'est compliqué pour eux de parler et d'utiliser ces termes-là. Et donc, la quand je vous disais que, compétition, par exemple, le fait que des gens soient plus doués que d'autres et des meilleures notes que d'autres. Exactement. Par exemple, dernièrement, on a beaucoup parlé des classes de niveau. Ça fait beaucoup parler cette mesure de classe de niveau. La réaction des syndicats majoritaires, hein, parce qu'il y en a beaucoup de syndicats, mais il y en a ceux qu'on entend essentiellement, ils étaient globalement contre parce que considéraient que derrière on allait faire un tri social. Vous voyez, moi je suis prof dans le public, moi je suis professeur de tous les jeunes, et pourtant je suis favorable aux classes de niveau. Alors pas aux groupes de niveau, mais aux classes de niveau, parce que je considère que je sais ce que c'est qu'enseigner à une classe qui est hétérogène et que on est obligé de faire des choix et qui ne sont pas bons pour une certaine partie des élèves, et que quand on a des élèves avec un profil totalement différent, eh bien il faut savoir personnaliser l'enseignement, et ça passe effectivement par faire des groupes, mais les groupes c'est compliqué à gérer, donc de faire des classes de niveau où les élèves qui ont le plus de difficultés peuvent être en effectif réduit et peuvent avoir un accompagnement, on va dire, adapté, et aussi que l'enseignant puissent passer plus de temps avec eux parce qu'ils sont dans des effectifs réduits. Et surtout lorsque le nombre de personnes en classe est très important par rapport à l'enseignant, parce que on critique beaucoup, mais dans les établissements dont je vous parlais, on a une moyenne d'intervenants, on a quasiment, dans les petites sections par exemple, on a un professionnel tous les 10 élèves, on n'a pas un enseignant en face de 30 personnes. Donc la façon d'enseigner, de travailler le groupe n'est pas la même. Ah, exactement, tout à fait. Donc effectivement, l'effectif est important, mais évidemment qu'on ne peut pas, il faut aussi être réaliste, on ne peut pas imaginer faire que des classes dans toute la France avec des effectifs de 10 élèves, parce qu'on a déjà du mal à recruter. C'est multifactoriel, voilà. Voilà, mais quand on a finalement des élèves qui ont certaines facilités, on peut se permettre d'avoir un effectif un peu plus chargé quand ils suivent, quand ils sont opérationnels. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir prendre en compte, parce que moi, cette histoire de tri social, moi, les élèves que j'ai dans ma classe, peu importe leur origine, je m'en préoccupe pas. C'est-à-dire que tout ce qui m'intéresse face aux élèves que j'ai devant moi, c'est simplement leur niveau en mathématiques, leurs besoins en mathématiques, et je ne me préoccupe pas de savoir ce qui se passe chez eux, de quelle famille ils viennent, etc. De toute façon, en fac, j'ai enseigné en fac, on voit pas le nom quand on corrige la copie, hein. Le nom est caché, on le voit pas, hein. À moins pour les petits contrôles de télé, pour les semestres et tout, on voit pas le nom, donc c'est pas en fonction des gens, c'est en fonction de leurs valeurs et de ce qu'ils montrent, hein. Voilà. C'est ça. Et donc, ce qui est dommage, c'est que
que, on ait comme ça des enseignants qui soient un peu trop focalisés sur l'aspect social, qui, je pense finalement, dessert plus l'école et dessert tous les élèves, qu'ils soient que pour les élèves les plus faibles, parce que on pourrait leur permettre de trouver des solutions pour mieux les accompagner, et pour les élèves qui sont plus doués. Moi, je considère que l'école, elle doit jouer son rôle pour chaque élève, c'est-à-dire que même pour les élèves qui ont plus de facilité, l'école doit leur permettre de pouvoir aussi progresser. C'est sur chaque élève, on ne doit pas seulement s'occuper des élèves les plus faibles. Donc, premier constat, effectivement, l'école n'est pas forcément dirigée par les gens qui font le tour des plateaux de télévision, qui sont médiatisés, qui sont politiques, mais vous dites le pouvoir appartient aux syndicats, et ces syndicats ont une idéologie qui, en fait, quel que soit le ministre qu'on leur met, c'est eux qui pèsent sur la façon de gérer l'éducation nationale, c'est ça ? Oui, parce que quel que soit le ministre pour l'instant, mais moi j'aimerais bien avoir un ministre qui en fait écoute un peu moins les syndicats. Alors même si on peut dialoguer, c'est tout à fait normal, mais quand il y a besoin pour les élèves de devoir prendre des décisions pour le bien des élèves, même si ça va à l'encontre des syndicats d'enseignants, il faut avoir le courage de prendre ces décisions. Bon. Parce qu'il y a des reculades, il y a des tas de reculades sur les différentes annonces des ministres de l'Éducation nationale, même sur les groupes de niveau, par exemple, qui avaient été annoncés. Aujourd'hui, ces groupes de niveau n'existent plus puisqu'ils sont devenus facultatifs, ils s'appellent groupes de besoin. On entend tellement de choses qu'on ne sait même plus ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est appliqué et qui ne l'est plus, parce que nous avons une déclaration fracassante tous les 6 mois. Et je serais aujourd'hui bien incapable de vous dire, depuis que je suis rentré en France en 2014, ce qui a vraiment été fait, parce que je suis submergé d'effets d'annonce et que je ne connais absolument pas les implications sur le terrain. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. En plus du syndicat, alors je trouve obligé de dire aussi quelque chose. Est-ce que la solution, c'est vraiment uniquement un retour à l'autoritarisme ? J'avais rencontré un directeur d'une école privée à Sarlat, je pense une des meilleures écoles du département, qui m'avait dit « Mais vous savez, les élèves, la baisse de niveau, je suis pas forcément d'accord, parce qu'avec l'arrivée de la nouvelle technologie, vous avez déjà entendu cet argument peut-être, la masse d'informations à assimiler, le nombre de mots lus par jour, le nombre d'efforts intellectuels avec Internet et autres, c'est démultiplié par rapport à avant, et donc en fait ils sont beaucoup plus sollicités, et donc en fait le contenu purement transmis par l'école n'a plus besoin d'être aussi conséquent parce que leur environnement leur en transmet déjà beaucoup. Bon, est-ce que c'est une réponse qu'on peut entendre ? Non, absolument pas. Moi, j'enseigne en classe préparatoire. Je prépare des élèves à devenir ingénieurs. Ouais, donc, moi, mes élèves, pour être ingénieurs, il faut qu'ils sachent réfléchir et raisonner. Et durant plus de 30 secondes, parfois avoir des poussées de réflexion et de concentration de plusieurs heures. Exactement, et je vois bien une difficulté d'année en année qui est justement de se concentrer et de pouvoir comprendre une phrase qui contient 10 mots, et donc bien entendu que ces arguments de dire maintenant avec le numérique, etc., on ne peut pas remplacer l'homme, on a besoin encore heureusement et je pense pour longtemps et de l'homme et de ses capacités intellectuelles de raisonner, de réfléchir. On disait le contenu des programmes, la quantité d'informations à transmettre. Il disait, les enfants reçoivent tellement de choses supplémentaires par rapport à nous, notre époque, où on lisait un petit bouquin le soir. Eux, ils sont sollicités par plein de médias, donc ils ont beaucoup plus d'informations qui arrivent. Donc l'école a besoin de moins leur en donner en volume. Voilà, c'était mais bon. Oui, mais non, c'est-à-dire qu'il faut faire de la place en supprimant les médias et les écrans. D'ailleurs, peut-être. Mais on y vient, c'est vrai, on y vient. Exactement, c'est un problème. À une époque, on disait c'est bien, on va donner des tablettes aux élèves, etc. Et maintenant, on voit de nombreux pays, notamment nordiques, etc., qui font marche arrière. Et je pense que c'est une catastrophe parce que nos enfants sont déjà suffisamment sur les écrans à la maison. Même quand on essaie de se battre, on voit bien. Sur ça. Difficile. Oui, tout à fait. On s'est trompé sur ça. On s'est dit on va les mettre sur la technologie pour leur donner un avantage concurrentiel et on s'est trompé. Les mettre sur la technologie trop tôt, en fait, c'est une nuisance. On s'est trompé sur ça. Ouais. Tout à fait. On voit bien que ça a des effets au niveau médical. Il y a nos experts cognitifs et autres, bien sûr. Oui. Donc, et d'ailleurs, cette histoire d'écran et d'interdiction, par exemple, d'utiliser le téléphone portable, qui existe dans la loi depuis longtemps, mais qui n'est pas appliquée au collège. Par exemple, il y a une loi qui date de, je sais plus combien de temps, j'ai plus l'année
l'année en tête, mais qui existe, mais dans les faits qui n'est pas appliqué. Et donc là, il y a une expérimentation dans certains établissements pour effectivement faire en sorte que les élèves n'utilisent plus leur téléphone en mettant des armoires ou bien Des brouilleurs. en obligeant les Des élèves. brouilleurs. Un brouilleur, c'est 50 balles, on met un brouilleur de téléphone. À mon époque, lorsque mes parents voulaient me joindre, ils appelaient mon école, si vous voulez. Il y avait un bureau, il y avait une standardiste, et puis les parents appelaient le standard, ils appelaient pas directement l'enfant. Oui, voilà. À une époque, les enfants n'avaient pas de téléphone et on trouvait des solutions. Oui. Voilà. Bon, mais ça pose plein de problèmes, ces histoires de téléphone portable, parce qu'on a des élèves qui trichent en DS parce qu'ils ont leur téléphone. Enfin, ils sont déconcentrés. Et d'ailleurs, l'enquête PISA dont je parlais tout à l'heure relevait que 30% des élèves de 15 ans déclarent être distraits en maths, par exemple, par les appareils numériques. Un tiers des élèves reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont déconcentrés en classe à cause de leur appareil numérique. Ils sont en cours et puis ils ont des TikTok et des machins qui arrivent. Ok. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Au niveau des solutions, donc limitation de l'accès à la technologie dans les établissements, donc établissements éventuellement techno-free. Vous prêchez pour un retour à l'autorité, peut-être pas au bâton de coups de règle de métal sur les doigts, mais peut-être une certaine... Non, on n'a pas besoin. Oui, non, mais j'ai connu ça, j'ai un prof de maths qui m'a fait ça. Simplement, parce que si vous voulez, il y a quand même, tout à l'heure, je disais, la moitié des élèves qui se plaignent de bruit en classe. C'est pas normal. Donc de l'ordre, effectivement, un petit peu... Ouais. De l'ordre. Un environnement d'éducation, un environnement d'enseignement. Exactement, qui permettent de pouvoir suivre correctement les cours. Ouais. Ok. Et au niveau de l'enseignement, c'était on retourne au latin grec, certaines choses qui ont plus d'importance que d'autres. Comment vous vous positionnez? Alors, pas obligatoirement, mais vous savez. Je crois que nous avons une interruption de connexion avec Madame Dumini. Divine, merci à Monsieur Lambert pour son combat, c'est très gentil. Séverine est revenue, elle est à nouveau là. Il nous reste 2 ou 3 minutes, allez-y. Donc, ce que je disais, c'est pas forcément à prendre, des mesures drastiques, mais vous savez, je disais que j'avais lu dernièrement qu'il y avait de plus en plus d'enseignants qui, à l'école primaire, par exemple, n'utilisaient pas de manuel scolaire, utilisaient des photocopies. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple, le retour du livre, parce que quand vous suivez votre enfant, quand il y a un livre, on peut suivre pendant toute l'année l'évolution, et au moins, c'est aussi l'objet livre qu'on met dans la main des petits, dès le CP, dès le CE1. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants, moi je l'ai constaté avec mes enfants, où finalement, il n'y a plus de livres, mais les enseignants donnent des photocopies pour lire les textes, pour faire des exercices, etc. Bon, ça c'est un exemple en fait de choses qui peuvent être mises en place, d'imposer des manuels scolaires avec un niveau suffisant et qui peut aussi aider les enseignants quand on sait que leur formation n'est pas toujours adéquate, d'avoir un support pédagogique qui soit parfaitement adapté et puis ambitieux. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que c'est vraiment rendre service à l'enfant que d'essayer de lever, d'empêcher les temps parentaux d'éducation entre le parent et l'enfant? Moi, j'ai une instite en France qui m'a dit non, vous n'aidez pas votre enfant à faire ses devoirs parce que c'est discriminant par rapport aux enfants qui n'ont pas les parents qui les aident. Oui, j'ai un prof qui a essayé de m'empêcher de faire les devoirs de ma fille avec elle. Mais je ne suis pas surprise, mais c'est terrible, parce que j'ai envie de dire, c'est un peu du wokisme, c'est-à-dire c'est voir le côté des enfants qui n'ont peut-être pas d'aide à la maison et donc par conséquent on ne va pas aider ceux qui peuvent. Bien sûr qu'il faut aider ces enfants et pour les enfants qui n'ont pas finalement d'aide à la maison, il faut leur proposer à l'école, proposer aux familles un temps scolaire, un temps d'études, etc., un accompagnement, mais il ne faut pas empêcher les parents d'aider les enfants, bien au contraire. Voilà. Faites lire vos enfants, donnez-leur des ouvrages, refaites lire nos classiques qui parfois ont été oubliés par l'école. Apprenez-leur la grammaire, apprenez-leur à compter. Amusez-vous à faire l'étape de multiplication en voiture, comme ça, pour les générer, pour les faire rentrer au bon âge. Et ne les laissez pas, les abandonnez pas face à une institution qui, visiblement, aujourd'hui, a beaucoup de mal à leur rappeler ses fondamentaux. Surtout. Puis c'est aussi leur transmettre le goût. C'est-à-dire quand les enfants partagent avec les parents, le goût d'apprendre, l'envie d'apprendre. Le goût d'apprendre, les parents donnent les exemples et ça devient un jeu en famille. Alors, madame, on vous trouve comment? Alors, sur le site internet, parents vigilants,
.fr, vous tapez dans Google, dans une barre de recherche. Très bien. Et nous avons donc notre site avec un contact, une adresse mail pour nous contacter ou pour déposer un témoignage. Vous avez tout ce qu'il faut sur ce site. Super. Messieurs, dames, merci beaucoup. Fin de la retransmission radio. Nous continuons sur YouTube pour les questions s'il y en a. À la semaine prochaine. Au revoir. RRP. Merci, au revoir. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Ah, tcha. Voilà, ça y est. La radio est terminée. Je regarde rapidement s'il y a des petites questions. J'ai pas fait de promotion sur YouTube. J'ai balancé ça en début, là, comme ça et tout. Non, il y a des... Alors, j'ai quelqu'un qui dit, là, 2 membres de ma famille sont profs et s'indignent de l'idéologie qui est imposée. Idéologie, je ne sais pas Oui, ce que c'est. ce qu'on parlait par rapport au syndical, au wokisme et ce genre de choses, il n'est pas que en direction des élèves, visiblement. Est-ce que les enseignants sont aussi concernés? On leur demande vraiment d'avoir une attitude. Est-ce que... Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on politise? Allons-y. Est-ce qu'on demande aux enseignants de se politiser, de se placer idéologiquement? Est-ce que nous politisons nos enseignants? Oui, tout à fait. À la fois à travers les programmes qui sont imposés, notamment sur les matières littéraires, dans les langues. Vous voyez, moi j'ai mon fils là qui me dit en anglais, il doit faire un devoir sur l'environnement, mais alors que, ça n'a rien à voir avec l'anglais. Ils prennent comme prétexte finalement ces langues pour parler de certaines thématiques et imposer une certaine vision dans les programmes. Et puis aussi dans la formation, dans les centres de formation des enseignants, on a certains formateurs qui orientent l'enseignement et c'est déplorable. Voilà, c'est un des problèmes. Alors j'ai toujours cette personne qui me dit comment faire face aux pressions des syndicats lorsqu'on est enseignant. Alors, comment faire face aux pressions? J'ai envie de dire que notre réseau aussi accueille des enseignants et la parole des enseignants. Donc, nous avons pas mal d'enseignants qui nous contactent, avec qui nous échangeons, et nous pouvons ainsi essayer de voir comment on peut faire avancer les choses, ou bien on peut aussi transmettre des témoignages des enseignants de manière anonyme, parce que le problème des enseignants, c'est que c'est difficile de s'exprimer en son nom. Et donc nous, notre plateforme permet aussi de donner la parole aux enseignants de manière anonyme et de montrer qu'il y a des enseignants qui sont pas d'accord avec ce qui se passe à l'école. Ça, c'est très important que des enseignants témoignent aussi. Bon, très bien. Bon, Séverine Dumini, je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré, à nous, petite radio de province, votre temps. C'est très, très gentil à vous. Et c'était un plaisir. Et puis, voilà.